Bonjour à toutes et à tous. Alors si habiter, c'est se loger, c'est vivre et c'est exister, habiter, c'est aussi construire l'espace familier dans l'étrangeté qui nous entoure. Alors quelles sont les conditions architecturales, urbaines, spatiales pour concevoir des habitations qui permettent à leurs habitants et leurs habitantes de construire cet espace singulier dans l'étrangeté qui nous entoure? Quelles sont les conditions économiques, légales, politiques pour que les acteurs et les actrices du logement soient en capacité de penser et de construire des habitations dans lesquelles on se loge, on vit, on existe, des habitations capables de construire cet espace familier dans l'étrangeté qui nous entoure. Cette question cruciale, qui est celle de l'habitat, qui conditionne nos corps, qui conditionne nos vies, qui conditionne notre manière d'être et nos conditions, comment est-elle abordée dans la campagne présidentielle que nous vivons actuellement en France? Quelle place le logement occupe-t-il dans les programmes des différents candidats et candidates? Quelles mesures sont proposées? Que défendent-elles? Et quel horizon portent-elles? Quel regard sur la ville? Quel regard sur les territoires s'esquisse derrière ces propositions faites par les candidats sur le logement? C'est pour débattre de ces questions, en entrecroisant les regards et les positions d'acteurs et d'actrices de champs divers, des politiques, des architectes, des urbanistes, des maîtres d'ouvrage, des chercheurs, que la Ville en commun, le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France et la Maison de l'architecture Île-de-France ont organisé cet événement. Le logement, tout le monde en parle, mais pourquoi faire? Alors 3 tables rondes vont structurer notre après-midi. Une première, construire toujours plus, mais comment, animée par Patrick Braouezec. Construire mieux, animée par Marjane et Samfar. Et construire pour qui, animée par Renaud Epstein. Nous nous retrouverons ensuite à 18h30 pour un débat autour des programmes des représentants des candidats. Et cette dernière table ronde sera animée par Hugo Christie et Christophe Robert. Elle sera introduite par Catherine Sabat, déléguée générale d'Idéal, qui fera un retour historique en nous plongeant dans les programmes et dans les propositions des candidats sur le logement depuis 2002. Je tiens juste à préciser qu'on regrette l'absence, pour raison de santé, de Cyril Poy, qui a été très dynamique et qui a donné beaucoup d'énergie pour cet événement. Et donc, on pense à lui. On pense aussi à Jamel Klouch, qui aussi, pour des raisons de santé, ne peut pas être avec nous. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Léa, merci Madame la Présidente. Alors juste au nom du Conseil régional de l'Ordre des architectes, je voudrais simplement rappeler brièvement que des moments comme celui-ci sont cruciaux, tant la question du logement touche l'ensemble de nos concitoyens et participe au ciment de notre vivre ensemble. Je voudrais aussi rappeler ici que, à la suite de la mise en place de la commission Rebsamen en l'été 2021, commission qui était chargée d'établir un diagnostic objectif des freins actuels à la construction de logements et de proposer au gouvernement des mesures à même de les lever pour relancer durablement la construction de logements là où les besoins sont les plus importants, les architectes, qui n'avaient pas été invités, s'étaient mobilisés et ont remis des propositions à Madame la ministre Emmanuelle Wargon, propositions qui, pour certaines, ont été reprises par la Commission. Plus récemment, il y a 2 semaines, le CNOA, avec Christine Lecomte, a organisé un débat sur le logement avec les représentants des candidats aux élections présidentielles. Car oui, dans la plupart des régions, et plus particulièrement en Île-de-France, l'accès au logement est de plus en plus difficile. Et ce qui ne transparaît encore que trop peu dans la campagne est pourtant au centre des préoccupations des Franciliens et des Français. Je rappelle que le taux d'effort pour se loger a été multiplié par plus de 2 en 20 ans, en Île-de-France, pour une qualité d'habitat stagnante, voire dégradée. Pour la plupart de nos concitoyens, le logement est de plus en plus subi, de moins en moins choisi. On dit souvent que le logement est un fait total, un fait économique avec un marché qui mobilise une chaîne complète d'acteurs privés, des entreprises, des ingénieurs, des architectes aussi. Un fait patrimonial qui mobilise toute une chaîne d'investisseurs, faisant du logement un objet de transmission, mais aussi un objet de très forte spéculation. Un fait biologique, bien sûr, qui répond aux besoins primaires et vital d'avoir un toit. Un fait politique, car le logement touche à l'ensemble de la cité. Mais aussi un fait social, tant le logement fait partie intégrante de nos identités. Au sortir de la guerre, dans une Allemagne alors en pleine reconstruction, le philosophe Martin Heidegger rappelait devant une assemblée notamment composée d'architectes qu'il ne fallait pas prendre les faits pour la cause et ne pas croire que construire suffirait à habiter. Car, nous rappelle le philosophe, c'est seulement quand nous pouvons habiter que nous pouvons construire. Et de souligner que nous n'habitons pas parce que nous avons bâti, mais nous bâtissons et avons bâti pour autant que nous habitons.
Car, et je finirai par ces mots, plus que loger, l'habitat participe à définir ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Ce en quoi l'architecture et l'habitat sont la manifestation du même être. Merci. Bien, bonjour, chers amis. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre accueil au nom de la Ville en commun, dont je suis président. Bon, la Ville en commun est une association relativement jeune. Nous existons depuis maintenant 7 ans. Bon, nous intervenons sur tout ce qui concerne la ville. À notre actif, nous avons un colloque sur Henri Lefebvre. Nous sommes intervenus sur la pauvreté et la ville, sur le fait métropolitain. Dans la dernière période, sur la culture et la ville, les tiers-lieux. Et évidemment, nous sommes présents sur le thème du logement. Donc aujourd'hui, nous allons donc débattre avec 3 tables rondes, puis entendre ensuite les représentants des candidats. Donc merci pour votre présence. Moi, je n'en dis pas plus. Nous passons la parole, je présume, donc à la première table ronde. Patrick Braouzek est le délégué général de notre association. Je lui passe la parole. Patrick. Oui, c'est toi qui vas les appeler. Bien, les personnes qui sont sur la première table ronde, Julie, Henri, Vincent, voilà, et Philippe. Une table ronde paritaire, c'est plutôt pas mal. Pour préciser les choses, Cyril Peuil et puis Jamel sont positifs au Covid. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Non, je veux dire, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la maladie qui les touche. Parce que j'ai vu des gens qui étaient interrogatifs. 3 tables rondes, donc on va commencer par celle-ci. On parlera de construire mieux, c'est-à-dire la qualité dans la deuxième table ronde. On parlera de construire pour qui, c'est-à-dire est-ce qu'il faut encore, par exemple, du logement social? Question, et pour qui? Là, on va s'intéresser à construire comment, et puis surtout, peut-être aussi, on ne l'a pas mis, mais où. Je pense que tout le monde ici est conscient qu'il y a un vrai besoin de logement, ça vient d'être rappelé. Les besoins sont énormes, surtout dans des territoires tendus, comme en région Île-de-France. C'est peut-être moins le cas dans certaines autres régions. On est confronté au dilemme suivant, qui est de plus en plus des populations, voire des élus, sont réticents à construire au nom de la qualité de la vie. La question de la densité urbaine est posée. Et de l'autre côté, si on ne construit pas de manière dense, là où il y a des transports, là où il y a des activités, c'est aussi l'étalement urbain. Alors, quid? Comment faire? Où faire? Je vais commencer par Marie Tavot, qui est la directrice du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Donc, on est en plein dedans. Et puis on fera réagir ensuite Vincent, Julie et Philippe à ces propos. Marie? Oui, merci Patrick Braouzek. Alors, en effet, donc je suis responsable du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Moi, je pense que dans un premier temps, c'est important de rappeler justement les quelques objectifs qui sont portés par l'État, dans lesquels la production du logement doit se faire demain. Donc, bien sûr, la lutte contre l'artificialisation des sols, avec notamment le fonds Friche qui a été mis en place l'année dernière.
une meilleure adéquation entre l'offre de logement et les aspirations des habitants, puisque souvent on voit justement une inadéquation, et pas seulement dans la question du neuf, mais aussi dans la question de la transformation des logements et de la réhabilitation. La proximité des services, de l'accessibilité, de tout ce qui fait la ville. Et puis, deux autres objectifs importants, bien sûr, c'est la question de la transition écologique et la qualité architecturale, donc, qui fera notamment l'objet de la table ronde, je crois, suivante. Donc c'est dans ce contexte que le programme engagé pour la qualité du logement de demain a été lancé l'année dernière par, je le rappelle, par le ministère en charge du logement et le ministère de la Culture. Donc c'est ce qui fait le côté assez inédit de ce programme, qui répondait notamment à deux rapports. Le rapport Pierre-René Lemas sur le logement social, la qualité du logement social, et le référentiel Girometti-Leclerc, dont François Leclerc sera invité à la table ronde suivante. Alors le programme portait principalement sur d'abord 3 axes d'expérimentation. Le premier, c'était donc de faire porter les efforts sur la qualité d'usage des logements, donc notamment la réversibilité, la modularité, etc. Le deuxième, c'était l'adaptation au mode de vie, avec notamment, on a vu les questions de télétravail, également les typologies de logements en lien justement avec les différentes typologies de logements, la diversité des typologies de logements, également l'inclusion des populations les plus fragiles, c'est-à-dire pas seulement les jeunes, les seniors, mais également la question des migrants, qui est une question bien sûr d'actualité. Et puis le troisième axe, c'était de réinterroger la chaîne de production du logement, avec notamment une meilleure intégration des habitants et des citoyens. Donc ce programme, d'abord, il a il a 2 vocations. On va dire la question du logement abordable, donc ça c'est très important. On ne va pas faire mieux, plus cher, mais on va rentrer cette question de meilleure qualité dans la notion de logement abordable. Et puis la deuxième chose, c'est la réplicabilité des projets. C'est-à-dire que on a sélectionné 97 projets qui ont été annoncés la semaine dernière, donc le 10 mars. Ce sont 97 projets qui vont permettre de donner des exemples, on va dire, pour le logement de demain, et notamment sur la méthode et sur la manière de faire. Alors, ce qui est important aussi à souligner, c'est que le programme portait à la fois sur le territoire national, donc on a des candidatures qui sont à la fois dans les territoires ultramarins et sur l'ensemble du territoire métropolitain, en neuf et en réhabilitation, et qui demandaient des attelages, des équipes, avec un projet qui soit porté par une collectivité territoriale, un maître d'ouvrage, public ou privé, et puis, dans un cas ou l'autre, avec ou sans architecte, avec également la question notamment d'intégrer une cellule recherche sur sur tous les thèmes, que ce soit à la fois technique, sociologique, etc., mais en tout cas d'intégrer une cellule recherche. Alors, avant peut-être de passer à une description en fait de quelques cas, c'est vrai que nous avons eu d'abord sur la question de la géographie, de la localisation de ces candidatures. On a eu 39% des candidatures qui ont été portées par des petites villes et des territoires ruraux. Donc ça veut dire moins de 20 000 habitants. À peu près le même pourcentage, on est à 41% sur des territoires métropolitains, et puis seulement 20% sur des villes moyennes. Donc ça, c'est vraiment pour la question de la géographie. Ensuite, il faut savoir également que ces candidatures portaient également sur des territoires qui sont également concernés par d'autres programmes gouvernementaux, que ce soit Action Cœur de Ville, des programmes en politique de la ville, notamment des programmes qui sont portés par l'ANRU, ou Petites Villes de demain. Donc ça, c'est assez important de voir que ce sont des territoires qui sont également, qui sont aussi portés par les
politiques de l'État. Et puis, on s'est aperçu, on a tiré quelques conclusions. Donc, pour rappel, on a sélectionné donc 97 projets la semaine dernière, dont 20 projets qui vont faire l'objet d'un incubateur pour justement essayer en tout cas pour les réaliser, puisque ce sont des projets qui montrent une excellence en termes de process, de méthode, une excellence de qualité. Alors, les conclusions qu'on a pu voir, c'est qu'on a des projets qui portent énormément sur les notions de modularité de projets, donc avec par exemple un projet qui est porté par l'architecte Sophie Delay à Bordeaux Métropole, avec notamment cette question d'unité de vie de 13 mètres carrés qui est multipliable et déclinable, on va dire. Les questions également de réversibilité, donc ça fait partie aussi d'un champ qui sera important, notamment la réversibilité des bureaux en logement, avec par exemple un exemple de l'atelier Canal et Coalia en maîtrise d'ouvrage à Rosny, avec la transformation du Centre national d'information routière qui va être qui était donc un bâtiment administratif qui va être transformé en foyer de migrants, 169 logements qui vont être créés donc par cette transformation, avec notamment un système constructif de surélévation en bois et de préfabrication de la structure. Donc ça, c'est également une tendance. L'autre tendance importante, c'est, on va dire, le renouvellement en fait des processus et des méthodes, des outils qui sont consacrés à cette production du logement, avec notamment beaucoup de projets participatifs qui donc intègrent, on va dire, la population, les citoyens, en amont, très en amont des projets. On a donc, j'aime bien citer cet exemple d'une réhabilitation écologique d'une cité ouvrière qui est située à Arnes, près de Lens, donc par un bailleur social qui s'appelle donc Maison et Cité, et qui va compter sur les habitants eux-mêmes pour faire eux-mêmes leur réhabilitation des logements par l'intermédiaire d'une résidence d'architecte notamment, par l'intermédiaire d'une réalisation d'un prototype échelle 1, l'intermédiaire de la formation justement de ces habitants dans tout ce qui est matériaux, géosourcés, etc. Avec pour l'instant un projet expérimental qui porte sur 20 logements, sachant que le bailleur possède 20 000 logements. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir de multiplier cette démarche-là une fois qu'elle sera expérimentée à l'ensemble de son patrimoine. Donc voilà pour les questions, on va dire, de participation justement des habitants. Ce qui est important aussi de noter, c'est en termes de production du logement abordable, ça passe par deux tendances, on va dire. La question de la baisse des coûts de production, notamment par les techniques de préfabrication, entre autres, et puis également sur le plan du foncier, avec nombreux projets qui sont en BRS. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les candidatures, c'est extrêmement présent. Donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant dans la production du logement. Donc ça, c'est également assez intéressant donc, pour les années à venir. Et puis, le quatrième point et le dernier point, on va dire, assez saillant, c'est la question d'un logement, la production d'un logement qui vise à la décarbonation, notamment, alors on a quelques projets notamment qui sont en construction en terre, avec notamment un projet à Sevran qui est en lien avec la filière terre de Sevran, donc qui fait appel à l'économie circulaire. Et puis un autre projet qui est assez intéressant donc à Mayotte, avec la construction donc de 17 logements en bambou, donc dans un secteur, évidemment on est proche on est assez proche des questions de bidonville, etc. Donc comment est-ce qu'on va résorber l'habitat insalubre dans ces territoires-là, justement donc par un exemple de construction à la fois terre cuite, fibre de coco et bambou, à la fois pour des enjeux d'adaptation au climat tropical et puis de réalisation d'un prototype, encore une fois, qui sera reproductible sur ce territoire. Voilà. Donc simplement, ce qui est assez
intéressant globalement sur les conclusions, pour l'instant, à l'état actuel du programme et l'analyse des candidatures et les lauréats. C'est vraiment, on va dire, une sorte de réflexion d'ensemble, d'un ensemble d'acteurs qui sont replacés au centre de la production de logements, c'est-à-dire là où avant on avait vraiment une sorte de millefeuille des acteurs, là tout le monde s'est mis en réseau pour répondre à cette candidature, donc à la fois les collectivités, les entreprises, les citoyens, les concepteurs, les maîtres d'œuvre et puis les élus. Et en fait, c'est cet état d'esprit, en quelque sorte, qui est sorti de l'AMI et qui permettra, on va dire, à travers les efforts de valorisation que nous allons faire tout au long des mois qui vont suivre, avec notamment le lancement de l'incubateur le 23 juin prochain à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ce sont on va dire des bonnes pratiques qui, nous l'espérons, permettront de donner à voir des méthodes différentes et en tout cas qui seront en faveur de cette production du logement de demain. Merci Marie. Il y a peut-être donc beaucoup d'espoir dans ce travail-là et de voir si au travers de ces 97 lauréats, il y a des prototypes, des cas d'école qui pourraient être reproduits, mais toujours avec cette idée qu'on essaye de s'enraciner dans le territoire et que finalement, il n'y aura pas forcément un transfert complet d'un prototype sur un autre territoire donné, parce qu'on ne sera pas dans les mêmes conditions. L'exemple que tu prenais sur Mayotte est assez clair. Philippe Laurent, maire de Sceaux, vice-président de la métropole du Grand Paris et puis de l'AMF. Qu'est-ce que disent les élus par rapport à ces projets et la façon dont... Parce qu'on fait quand même le constat aujourd'hui qu'on est en sous-production de logements. Et certains pourront dire c'est à cause du fait qu'il n'y a pas une politique volontaire, très volontariste de l'État. D'autres diront c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de frilosité au niveau des élus locaux, pour plein de raisons d'ailleurs, enfin, qui rejoignent ce que je disais tout à l'heure, question de densité, etc. etc. Ouais. Comment tu réagis ? D'abord, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Merci à Michel Dufour. On se connaît depuis un certain temps parce qu'on a siégé ensemble au Conseil. Ça s'appelait encore Conseil général des Hauts-de-Seine. Hein, je me souviens même plus quand. Enfin, c'était... Voilà. Et puis merci à Patrick aussi d'avoir pensé à moi. On se connaît aussi depuis un certain temps, notamment dans des approches de ce qui est devenu la métropole du Grand Paris aujourd'hui, sur laquelle il y aurait à dire. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. Moi, je pense que malheureusement, ceux qui aujourd'hui sont à la recherche d'un logement et d'un logement de qualité, en fait, paient un peu le manque de réflexion prospective, peut-être le manque de courage aussi des élus d'une manière générale, pas que des élus locaux, hein, de l'ensemble du monde politique. Il y a peut-être 30 ans ou même un peu plus, parce qu'en réalité, nous nous sommes laissés gagner, notre pays, dans sa culture, s'est laissé gagner par l'idée que, finalement, la densité, d'abord, ça conduisait à une mauvaise qualité de vie. Hein, ça, on l'a entendu. Alors, aujourd'hui, on l'entend un peu moins, mais on l'entend quand même toujours. Que le summum du bonheur, c'était évidemment d'avoir une petite maison avec un jardin et la piscine en plastique et les 2 voitures. C'est un discours qui a quand même été tenu et qui continue malheureusement à être tenu. Et ça, c'est un truc culturel, donc c'est assez difficile de lutter. Mais on a été gagné par ça, et je dois dire que même dans une ville comme la mienne, à Sceaux, c'est très difficile. C'est très difficile, et c'est encore plus difficile aujourd'hui où, par une espèce d'assimilation rapide, on a dit, pour finir, voyez bien, la crise du Covid, quand il y a beaucoup de monde, c'est dangereux, donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde. Il faut qu'on soit loin les uns des autres. Et donc, on a interprété ça comme étant, voyez, il ne faut pas densifier, surtout pas, etc. Quand je dis on, c'est pas tout le monde, mais enfin, une partie, en tout cas, de la population qui réfléchit pas forcément beaucoup, mais interprète ça comme ça, et c'est très, très difficile, et ce sont des gens qui sont généralement assez déterminés. Vous
vous pouvez m'en croire, hein, moi je n'ai pas pratiquement pas de permis de collectif qui ne fasse pas l'objet de recours. Parfois les recours, ça se négocie d'ailleurs avec les promoteurs, hein, enfin bon, mais pas toujours. Et donc, je pense que nous sommes victimes de ça, et je pense que nous avons un travail politique, je ne suis pas certain qu'il sera mené d'ailleurs, un travail politique à faire pour convaincre justement du contraire. Convaincre qu'il peut y avoir de la densité heureuse, comme dit l'autre, hein, il peut y avoir de la ville et de la densité heureuse, qui a évidemment des conditions pour ça, hein, ça va de soi. C'est quoi ces conditions? Très rapidement, d'abord, c'est le fait qu'il y ait des équipements de qualité. Enfin, d'abord que les logements sont de qualité, on en a parlé, et ça a été un apport des dernières années, qu'il y ait pour chaque logement, l'idéal, un espace extérieur. Je crois que tout le monde maintenant est attaché à ça, et on sait le faire. Les architectes savent le faire, en tout cas. Également qu'il y ait des équipements de qualité proches et qui justifient précisément la densité, c'est les aménités proches. On n'a pas besoin de se déplacer beaucoup, on peut se déplacer à pied ou en vélo et on arrive à l'école, au collège, au lycée, etc. Et voilà, bon. Et puis, alors, surtout, moi, il y a quelque chose qui me préoccupe toujours, enfin, en tout cas, sur lequel j'essaie de m'investir beaucoup, c'est l'espace public. C'est la qualité de l'espace public. Naturellement, nous avons pâti, avec les grands ensembles qui ont été construits dans les années 60, d'une négligence dans l'entretien, dans l'aménagement, dans l'imagination de l'aménagement des espaces publics. Et ça, il ne faut pas évidemment recommencer ça, naturellement. Et donc nous avons vraiment cette exigence, et c'est une exigence qui doit être portée par les villes, et non pas par les constructeurs. Ça, c'est l'affaire des villes. Donc d'avoir des espaces publics de grande qualité qui soient des endroits où les gens ont plaisir à se retrouver, des terrasses, des lieux de discussion, enfin des forums, des lieux où on peut faire un peu mettre des manèges, enfin bref, en tout cas, cet espace public, pour moi, c'est la caractéristique principale d'une ville qualitative. Alors pour tout ça, bien sûr, hein, il faut un peu d'argent. Il faut que la collectivité ait un peu d'argent. Vous parliez tout à l'heure du rapport Rebsamen. Il a quand même eu une qualité, ce rapport Rebsamen, c'est qu'il a fini par faire constater au plus haut niveau de l'État que finalement, avec la suppression de la taxe d'habitation, construire du logement social, ça rapportait plus rien à la commune. Ça rapportait plus rien, plus de taxe d'habitation, okay, et pas de taxe foncière non plus, parce qu'il y a cette exonération qui n'est pas compensée, ou à peine compensée, compensée à hauteur de 15% à peu près. Et donc le rapport Rebsamen a eu déjà cette vertu, et il faut s'en féliciter, que l'État a bien pris conscience de ça et a accepté maintenant, sur les nouveaux logements sociaux construits, de compenser l'exonération sur les 10 ans qui viennent, l'exonération de foncier bâti. Ça, c'est très important, parce que vous ne pouvez pas demander à une collectivité et aux habitants de cette collectivité d'accueillir une nouvelle population sans prévoir les équipements qui vont avec, et donc sans prévoir le financement de ces équipements. Il faut donc qu'il y ait un lien entre le nombre de logements, et notamment le nombre de logements nouveaux construits, et les ressources de la collectivité, simplement pour faire face à l'arrivée de ces nouvelles participations. Alors, il y a un autre sujet, évidemment, ça a été abordé rapidement, mais je pense qu'on va en reparler, c'est la question du foncier. Moi j'ai toujours été, à titre personnel, même si ça ne rentre pas forcément dans l'idéologie des mouvements politiques auxquels j'ai appartenu, je suis toujours convaincu que le foncier est un bien qui devrait être totalement public et qui ne devrait pas être l'objet de spéculation. Je parle du foncier, toujours. D'ailleurs, chez moi, à Sceaux, moi je suis maire depuis 20 ans et élu depuis 45 ans, chez nous, dès qu'on peut, on achète le foncier et on fait du bail à construction. Tous les logements sociaux de la ville sont construits de cette façon-là, à peu près tous les logements sociaux. Tous les logements locatifs sont à peu près ont été construits comme ça depuis 40 ans. Avec les résidences étudiants, c'est du bail à construction, ce qui permet de maîtriser évidemment l'occupation du sol.
Sinon, on ne maîtrise plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Cette maîtrise du foncier, elle m'apparaît quelque chose d'absolument essentiel. Et d'ailleurs, je me réjouis qu'on ait mis en place progressivement des outils comme les PFIF, enfin des choses comme ça. Le bail réel solidaire aussi, c'est intéressant, évidemment. Et puis, il y a aussi un autre sujet que nous essayons de développer, mais ce n'est pas très facile. C'est l'autopromotion. C'est-à-dire que lorsque un promoteur construit, il va ensuite vendre à des personnes qui vont arriver, pas toujours, mais enfin le plus souvent d'ailleurs. Mais quand ce sont des habitants eux-mêmes qui font leur construction, enfin qui se regroupent pour construire eux-mêmes, ils sont là, les gens. Et c'est beaucoup plus difficile en réalité de se battre contre des personnes qui vont habiter demain plutôt que contre des promoteurs qui sont simplement des opérateurs. Voilà. Et donc, par conséquent, je crois que la prise en main, et on parlait de participation citoyenne, la prise en main par les citoyens de ces questions, en tout cas de ceux qui cherchent et qui souhaitent accéder à un logement de qualité, c'est évidemment quelque chose qu'il faut encourager. Mais c'est pas très facile, honnêtement, parce qu'il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de ténacité pour tenir bon 10 familles qui veulent construire ensemble un immeuble, pour tenir bon pendant toutes les phases de construction qui sont, enfin d'autorisation de construction qui sont des phases souvent avec plein de difficultés, plein de choses qu'on n'avait pas prévues, etc. Et c'est pas toujours très facile. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne se développe pas, tellement. En tout cas, s'agissant de la réponse à cette demande forte de logement, elle est d'autant plus urgente que nous avons, moi je suis donc élu dans la Petite Couronne, dans la Petite Couronne, nous avons, malgré tout ce qu'on dit, ça ne marche pas forcément très bien, mais enfin on a quand même un maillage de transport, un maillage d'équipement de toute nature, qui est tel que nous devrions accueillir, en effet, sur cette Petite Couronne, et nous pouvons accueillir plus de monde. Un dernier point, il faut aussi essayer de combattre l'idée qui est très très répandue, selon laquelle la hauteur est à bannir. On ne peut pas, pour un nombre de logements donné, si on ne construit pas plus haut, ça veut dire qu'on étale plus. Donc ça veut dire qu'on ne respecte pas une autre exigence, qui est l'exigence soit du ZAN, enfin, ou en tout cas de la non-imperméabilisation des sols, qui est une exigence tout aussi absolue, et qui, si elle n'est pas respectée, conduit aussi à des catastrophes, j'allais dire, d'inondations, enfin, etc., etc. Donc, je crois que les élus, moi, je pense que les maires sont assez conscients de tout ça. Et ils voient bien qu'il y a un équilibre à trouver entre toutes ces contradictions, parce que tout ça, ce sont des contradictions que nous portons chacun. Ils voient bien ça. Il faut les aider. Et il faut les aider par un discours national, par une stratégie nationale, par un encouragement à la mise en œuvre de cette stratégie qu'on ne voit pas malheureusement suffisamment. J'ai bien noté que Madame Wargon avait en effet s'était interrogée sur la viabilité du modèle de la maison avec jardin. Sauf que derrière, il paraît qu'elle y habite aussi. Alors c'est embêtant, mais bon, ça c'est son problème. Mais elle avait quand même lutté contre ça. J'ai bien noté comment ces propos avaient été reçus, en tout cas, par au moins une partie des élus. Voilà, donc j'espère que les prochains gouvernements ou les prochains parlementaires auront là-dessus un discours un peu plus affirmé et feront donc de la densité une affaire heureuse. Merci Philippe. Tu as rappelé à ta façon ce que disait tout à l'heure Thierry Gantois, que se loger, ce n'est pas habiter. Il faut aussi avoir l'environnement et que quelle que soit la qualité du logement, si l'environnement à côté n'est pas à la hauteur, eh bien les problèmes sont là. J'aurais me tourner du côté de Vincent Lavergne, architecte. Comment la profession aujourd'hui vit cette situation? Est-ce que vous ressentez, vous, cette non-volonté, ou en tout cas ces réserves, ces réticences de la part des élus pour construire ou pas? Oui, bien sûr. Plus on s'approche d'élections municipales, évidemment, plus les élus deviennent réticents.
Et j'ai même un sujet, une expérience assez concrète avec un maire de banlieue proche. Je ne sais pas si je peux citer la ville ou pas, mais c'est une ville qui a accueilli beaucoup de rois de France. Où en fait, on avait besoin de construire un certain nombre de logements. Des rois de France, vivants ou morts? Morts. Morts. Pour la plupart. Donc, bon. Je vois à peu près. Alors. Mais donc, le maire, qui est toujours vivant, lui, avait, au fur et à mesure qu'on approchait du premier tour des élections municipales, le nombre de logements qu'il tolérait s'amenuisait. Et à chaque réunion, on perdait une dizaine de logements jusqu'au jour où le nombre de logements ne suffisait plus à équilibrer l'opération. Donc le promoteur a laissé tomber. Néanmoins, c'était une opération qui, au-delà d'une simple opération de promotion, proposait de renouveler une partie d'un quartier qui aurait reconnecté des trames urbaines les unes avec les autres. Donc le logement était un peu le nerf de la guerre, mais n'était que quelque chose qui permettait à l'opération de se faire. Et cette peur du logement social, évidemment, devient de plus en plus insoutenable au fur et à mesure, plus on se rapproche des élections municipales. Et le problème, c'est que ces temporalités municipales sont bien trop courtes par rapport au temps de vie d'un projet, et que souvent les projets sont enterrés ou juste avant les municipales ou juste après, lorsque l'équipe change. Donc le rythme des municipales en France est très contraignant pour le rythme de production du logement. Ça c'est une première chose. Après, le foncier, c'est le premier, vraiment le nerf de la guerre. Nous, architectes, on est plutôt mobilisés sur les ressources et sur les matériaux. Je pense que ce que j'observe dans notre génération, c'est une espèce de réappropriation de la dimension technique et de la dimension constructive que les générations précédentes avaient, en tout cas dans ce que je constate, avaient un peu tendance à abandonner aux entreprises de construction. Et aujourd'hui, cette espèce de retour, puisque le bois, c'est pas une innovation, c'est quelque chose qui revient, et c'est la manière de l'utiliser qui est innovante. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que ce débarquement des matériaux biosourcés dans le monde de la construction oblige les architectes à se réapproprier une dimension constructive et donc deviennent moins un élément du maillon maîtrisé par les entreprises de construction, mais deviennent beaucoup plus des initiateurs. Et on a pu régulièrement proposer des bâtiments en bois, notamment pour des bailleurs sociaux, lorsque ce n'était pas forcément prévu dans le programme. Donc je pense qu'il y a quand même une initiative de la part des architectes qui se mobilisent sur ces matériaux, qui leur permet aussi de se réapproprier une grande partie des dispositions, des aspects constructifs du métier. Et ça, je trouve que c'est assez nouveau. Il y a quelques années, j'étais dans un jury où j'ai demandé à l'architecte en quoi a été construit son bâtiment. Et il a eu beaucoup de mal à répondre. C'est l'entreprise générale qui a répondu à sa place. Et ça, je pense que c'est un peu en train de passer. C'est ce que j'observe. Voilà. Ensuite, on se saisit de tout ce qui est nouvelles méthodes, notamment comme la préfabrication. Il y a eu un événement ici, il y a d'ailleurs toujours un événement qui s'appelle le hors-site, où ce qui était avant peut-être de la prérogative des constructeurs devient aujourd'hui à l'initiative des architectes qui travaillent sur des modalités des modes de préfabrication qui sont bien moins liés à des dimensions quantitatives mais beaucoup plus liés à des dimensions qualitatives, d'économie de ressources, de maîtrise du matériau. Et ça aussi, je pense que c'est nouveau et les architectes ont vraiment un rôle majeur dans tout ça. Voilà. Du coup, je ne sais plus quelle était la question, par contre. Merci, Vincent. Julie. Alors, c'est le côté privé, groupe Pichet, oui. Directeur de la programmation. Bonjour. Comment vous réagissez? Enfin, comment tu réagis? Parce que, pour la raison que je le dise, vous me constitue. Comment tu réagis par rapport à tout ça? Et quelle est la particularité, peut-être, du secteur privé dans ce domaine? Alors, vaste question. Nous aussi, on cherche toutes les bonnes idées, la martingale, comme on dit, pour faire en sorte de répondre à la demande de logement qui, en effet, est toujours plus forte chez nous. Nous, on a un indicateur qui est notre stock à l'offre et qui, de manière très globale, sur la profession, n'a jamais été aussi bas. Donc, ça démontre bien la pression sur la demande de logement aujourd'hui. Alors l'objectif de zéro artificialisation nette, c'est une nécessité indéniable, c'est évidemment une nécessité écologique. On dit
on artificialise un département tous les 10 ans. C'est vrai que c'est beaucoup trop rapide. Et c'est un enjeu de préservation de la biodiversité, de régulation des précipitations, de captation du CO2, mais c'est aussi un enjeu d'indépendance alimentaire et d'indépendance énergétique. Et les événements récents nous montrent à quel point c'est également crucial. Et un deuxième élément, c'est aussi une nécessité, je crois, eu égard à la soutenabilité des dépenses publiques, que ce soit d'investissement ou de fonctionnement, pour ce qui concerne les collectivités locales. Parce que pour les finances locales, une opération en milieu déjà densifié, on va dire déjà urbanisé, est moins coûteuse pour ce qui concerne l'investissement, et moins coûteuse également jusqu'à un certain point pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, la surdensité malheureusement imposant une sursollicitation des équipements publics qui fait que les dépenses de fonctionnement repartent à la hausse. Mais je pense que ça aussi, c'est un point important pour les élus, qui est de se dire que finalement, ça a aussi un sens économique d'aller finalement densifier des zones, on va dire, peu denses. Alors évidemment, en tant qu'opérateur privé promoteur, on est bien conscient de cette nécessité, et malgré tout, il ne faut pas que ça conduise à geler la production de logements. Et évidemment, du coup, les premiers fonciers sur lesquels on se tourne, ce sont les friches et les opérations de renouvellement urbain. Et en fait, quand on y pense, les friches, moi je les entends dans un sens très large, elles sont nombreuses. Il y a les friches industrielles, évidemment, mais aussi les friches tertiaires, hospitalières, universitaires, militaires, ferroviaires. Et puis il y a aussi des friches qui commencent à apparaître, c'est tout ce qui est grands ensembles commerciaux, ces entrées de ville dont on sait aujourd'hui qu'elles patinent et qui, je pense, vont être les grands terrains de jeu de demain. Nous, on a quelques exemples. Je peux vous citer une opération à Lormont. On est sur une ancienne friche industrielle et on est en train de démolir une énorme radier de béton et donc de retrouver l'espace naturel. Je peux vous parler aussi de notre écoquartier à La Thèse, des Portes du Pilat, sur une friche hospitalière. L'écoquartier du village des Athlètes, là aussi sur une ancienne friche industrielle. Et c'est vrai que ces sites de grande taille, ils sont intéressants pour nous, opérateurs privés, mais ils sont aussi intéressants en lien avec les élus, parce que là, on dépasse notre métier de promoteur, on devient assembleur et on dispose de suffisamment d'espace, non pas pour créer juste du logement, mais des véritables quartiers qui vont venir réparer la ville, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas apporter une véritable pierre à la construction d'une ville plurifonctionnelle avec toutes les aménités dont vous parliez, monsieur le maire, tout à l'heure. Donc des logements, bien sûr, des locaux tertiaires quand on en a besoin, mais aussi des services, des loisirs. Nous, on a plusieurs opérations en ce moment où les équipements de santé ont leur place, les équipements sportifs également qui peuvent être privés parce que ça correspond à des attentes des habitants, mais aussi des espaces verts. Je citerai l'exemple de notre opération à Gonesse où on va sur un ancien site hospitalier recréer un espace vert de 2,5 hectares. Alors évidemment, ces emprises foncières, elles sont plus complexes à travailler. D'abord par leur taille, parce que ça impose, c'est évident qu'il faut un partenariat avec les élus et que c'est la collectivité finalement qui nous oriente, qui nous commande la programmation. Mais aussi parce que la matière est intrinsèquement, foncièrement, c'est un jeu de mots peut-être, plus complexe. Il y a le traitement de la pollution, il y a la question de la restructuration quand c'est possible ou de la déconstruction, donc des nuisances, la question des évictions, parce que souvent ces sites ne sont pas totalement libres, donc la question du timing, du relogement de ceux qui y habitent ou qui y travaillent, et puis des situations foncières complexes. Donc ces situations, elles ne peuvent être véritablement résolues qu'à la condition d'un partenariat fort entre les acteurs privés et les acteurs publics, où nous, acteurs, on doit aussi se réinventer en tant qu'acteurs privés, prendre notre part et ne pas seulement être là sur du court terme, mais véritablement être
partenariat sur le long terme. Alors c'est ce qu'on fait au sein du groupe Pichet, mais nous ne sommes pas les seuls. Nous avons une foncière. Nous sommes capables d'accompagner ces nouveaux quartiers de manière de long terme sur la question des commerces, par exemple. Nous sommes également exploitants. L'idée étant finalement de participer non seulement à l'acte de construire, mais surtout aux futurs usages qui seront développés, parce que finalement le contenant est bien peu de choses par rapport à la vie qui va se créer dans ces futurs quartiers. Voilà, je ferai remarquer d'ailleurs que si tout le monde appelle de ses voeux cette transformation des friches urbaines, bien souvent les PLU l'interdisent, parce qu'avec cette vieille culture du zonage qui est très très lourde, là aussi vous parliez d'éléments culturels tout à l'heure, cette culture du zonage va aujourd'hui à l'encontre de la ville mixte et plurifonctionnelle. Il y a sans doute quelque chose à travailler pour nos futurs gouvernants. Alors, comment est-il possible de densifier? Si on dézoome un peu, nous, tant qu'opérateurs privés, il y a deux tendances qui se dessinent. La densification des espaces périurbains, parce qu'ils sont déjà artificialisés et que vraisemblablement, ils peuvent accepter plus de densité. Vous en parliez tout à l'heure. Et puis, il y a aussi les métropoles régionales et les villes moyennes qui sont en demande de redynamisation. Il y a sans doute quelque chose à travailler autour du polycentrisme, mais ça nécessite de vrais engagements qui vont bien au-delà de la politique locale. La question d'aménagement des transports, question des équipements, donc c'est toute la politique en termes d'enseignement, la politique en termes de santé notamment, et bien d'autres qui doivent être réinterrogées. La question du télétravail, donc de l'accès au numérique, et aussi tout ce qui est politique de réindustrialisation. Donc, il y a 15-20 ans, on favorisait l'ultra-concentration dans des villes globales, du concept cher à Saskia Sassen. Aujourd'hui, il nous faut raisonner beaucoup plus sous forme de villes en réseau et non plus de manière ponctuelle. Mais nous avons l'obligation, nous, architectes, constructeurs, promoteurs, de ne pas reproduire les mêmes erreurs qui nous amènent à une densité subie et rejetée. Et je crois que c'est une des questions prégnantes. La densité, elle est vécue de manière ambivalente. C'est à la fois une accessibilité aux services, aux aménités, une animation, donc une forte attractivité. Et en même temps, c'est de la nuisance, c'est un manque de nature, c'est un stress. Et donc, c'est à nous, professionnels de l'aménagement, aux côtés des élus, de promouvoir les qualités de la densité, mais en minimisant les inconvénients. Donc ce n'est pas, pour moi, la densité, ce n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. C'est la forme urbaine, c'est le soin porté au vide, vous en parliez tout à l'heure, la qualité des espaces publics, la qualité des logements, leur taille, leur habitabilité, leur évolutivité dans le temps, et autant de points pour lesquels nous travaillons avec de nombreux architectes, urbanistes et paysagistes, mais aussi sociologues, et que faisons appel à leur créativité. Et je crois que sur cette question-là, de plus en plus d'élus éditent, créent, concertent sur des chartes qui sont de plus en plus utilisées. Et c'est une bonne façon finalement de clarifier les règles du jeu pour nous, opérateurs, et pour finalement travailler plus en transparence et peut-être plus rapidement aussi que sur des nombreux allers-retours. Voilà, quelques remarques. Merci Julie. Marie, tout à l'heure dans sa première intervention, disait que par rapport au projet lauréat, il y avait quelque chose qui était important, c'était la mise en réseau de tous les acteurs, et en l'adaptant à la réalité, quoi. Julie, tu viens de nous dire que les friches ne sont pas simplement que du foncier libre, mais c'est aussi tout un tas de bâtis existants qui deviennent caducs. Il y aurait d'ailleurs peut-être à anticiper sur les transformations à venir. Je pense notamment à ces grands éléphants blancs, enfin ils ne sont pas encore éléphants blancs, mais ils risquent de le devenir, que sont les grands centres commerciaux qui sont en train de péricliter, et pour des raisons plutôt positives, c'est-à-dire le retour vers de l'activité ou du commerce de centre-ville quand cela est possible. On a encore le temps de faire un petit tour de table, et je serais tenté de vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez du prochain gouvernement, qu'il soit, de l'État en général? Est-ce que vous attendez un État très directif en matière
d'habitat, de logement, de construction? Un État incitatif ou un État qui laisse faire? Bon, on va commencer par Vincent. Allô. Ça dépend sur quel thème, parce que si c'est construire plus, oui. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est peut-être un peu fort de parler de réparer la ville. Moi, je pense que c'est exactement ce qu'on a l'impression de faire tous les jours à l'agence, de réparer la ville, la ville moderne, la ville hyper sectorisée, séparée, organisée par les grands réseaux. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur la transformation des bâtiments existants. Moi, je me souviens très bien que quand j'étais étudiant dans les années 2000, la réhabilitation, c'était un peu fait pour les architectes qui n'avaient pas accès au neuf. Aujourd'hui, c'est un acte militant. La transformation, déjà parce que c'est nécessaire, ça devient une nécessité contemporaine. On arrive aussi à un état d'obsolescence de bâtiments qui ont été construits pendant les 30 glorieuses et qui aujourd'hui arrivent à leur niveau d'obsolescence, donc qui doivent être transformés. Évidemment, il y a la loi de rénovation énergétique et de transition. Mais en tout cas, je pense vraiment que construire les friches, de travailler les entrées de ville, transformer les bâtiments existants, les surélever, les compléter, les améliorer, ça fait partie d'une démarche générale de transformation de la ville moderne. Et donc cette idée de mixité des systèmes constructifs, de mixité des fonctions et de mixité sociale, ça doit être quelque chose qui doit être vraiment pris comme une espèce d'élément très actif, de combat, qui doit être vraiment intégré par les gouvernants. Aujourd'hui, on parle que du logement, mais c'est pas fondamentalement rattaché à l'écosystème qui est tout autour, mais qu'en est-il de l'emploi quand on transforme des friches industrielles? Qu'en est-il de tout l'écosystème qui est en train de se mettre en place, entre la relation entre l'acte de construire, la formation des gens qui construisent, les qualités de vie des gens qui habitent dans les logements? Donc il y a vraiment une vision écosystémique qui passe de la structuration des ressources alternatives au béton jusqu'à la maîtrise foncière, jusqu'à l'organisation de la formation et de la vie des gens dedans, qui me semble qui n'est pas assez théorisé au niveau des gouvernants, et qui réagissent un peu par opportunité en fonction des grands rythmes électoraux. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une théorie générale de la transformation de la ville et de l'adaptation de la ville aux nouveaux impératifs de transition écologique, sociaux, qui n'est pas vraiment synthétisé, en tout cas dans l'esprit de nos gouvernants. Donc il y a tout un travail théorique d'appropriation par les politiques, vraiment à l'échelle de l'écosystème. Et on parle de plus en plus de cette notion-là aux échelles locales. Avec comment est-ce qu'on produit localement, comment est-ce qu'on construit avec des ressources locales. Mais je pense qu'il faut vraiment pousser cette idée d'écosystème beaucoup plus loin. Merci Vincent. Même question, Marie. Directif, incitatif ou laisser faire? Alors c'est vrai que à travers ce programme, voilà, nous ce qui est vraiment important, c'est de changer en fait les méthodes de faire, d'essayer de sortir du modèle standard, de s'adapter justement à vraiment des modes de vie très différents, à un localisme également. Donc ce que tu disais, Vincent, tout à l'heure, donc sur la question des filières, de l'approvisionnement en matériaux, voilà, d'essayer de travailler beaucoup plus sur un territoire ancré, d'essayer de faire de ces bonnes pratiques, on va dire, des modèles pour demain. Et puis, voilà, on voit bien que là, les différentes prises de parole montrent bien que justement, on est vraiment sur une affaire de l'ensemble des acteurs de cette chaîne de production, à la fois les élus, les constructeurs, les promoteurs, également les bailleurs sociaux, les maîtres d'œuvre. Voilà, je pense que c'est vraiment cette articulation des différents acteurs qui va faire que demain, on essaiera d'améliorer cette qualité du logement, notamment. Voilà, donc nous, on essaye, à travers ce programme, de donner, d'inciter justement des nouveaux outils, on va dire, pour pouvoir sortir des opérations de logement expérimentales, à la fois sur la question de design, la question d'aménagement intérieur,
valeurs, mais des questions également plus techniques, plus sociologiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est de revenir sur la valeur d'usage et sur les évaluations qui sont faites justement à l'intérieur des logements. C'est-à-dire qu'on voit que un projet de logement ne s'arrête pas à sa réalisation. C'est-à-dire qu'il y a également tout le travail qui va être fait par la suite d'évaluation, à la fois donc des usages, mais également de la consommation d'énergie, voilà, comment vit le bâtiment, et c'est toute la question d'un patrimoine et justement de la gestion de ces bâtiments par la suite. Donc je crois que c'est important aussi de ne pas perdre de vue la question de la vie d'un bâtiment, d'un logement, qui ne s'arrête pas à sa livraison, on va dire, et à sa finalité. Merci Marie. Julie, même question. Alors Julie, je vais me dire, de manière que l'État soit directif, incitatif ou laisse faire, le principal c'est que je puisse continuer à construire. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas du côté de l'État quelque chose que vous attendez au niveau des promoteurs privés? Je pense que si on attend quelque chose, c'est un État incitatif. Voilà. C'est vrai que quand on regarde historiquement, l'État a toujours su être incitatif pour la demande, soutenir la demande, mais dès qu'il s'agit d'inciter l'offre, de créer l'offre, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Il y a sans doute un changement de paradigme. Donc pour moi, s'il y a un élément, c'est l'incitation. Mais je rajouterais quand même alors non pas laisser faire, parce que ça voudrait dire que il s'en désintéresse, mais c'est le laisser travailler. Je crois que la responsabilisation des élus, le fait de laisser justement les élus travailler et décider de ce qui est bon pour leur ville, pour leur agglomération, est un élément éminemment important. La question de la fin de la taxe d'habitation, qui avait évidemment plein de bonnes raisons d'être effectuée, c'est malgré tout une reprise en main de cette partie financière des communes, un bras de levier des communes vers l'État, et ça va pas forcément dans le bon sens. Philippe, peut-être pour t'asticoter un peu plus, mais Marie, en gros, avec ce programme, c'est l'idée qu'on peut justement inciter l'ensemble des acteurs à se mettre en réseau et travailler ensemble pour une production de logements qui correspond bien sûr à la qualité requise pour demain. Mais est-ce que toi, en tant que maire, tu accepterais qu'il y ait plus de directives venant de l'État pour inciter des maires récalcitrants, par exemple, qui ne construisent pas, à le faire, et en diversifiant aussi le type de logement, parce qu'on sait aussi qu'au-delà de la question du logement lui-même, c'est la question, Marie l'évoquait, ou Vincent, c'est la question de l'accessibilité de ce logement. Donc le logement social, on y reviendra dans la troisième table ronde sur pour qui, mais d'ores et déjà, elle n'est pas neutre, cette question-là. Et on peut attendre d'un gouvernement, d'un État, de donner un certain nombre de directions, si ce n'est de directives, aux élus locaux par rapport à ces questions. Oui, alors, je pense que dans un pays comme le nôtre, qui est un pays qui reste centralisé, et qu'il est peut-être plus aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans. De toute façon, l'État a un rôle important. Alors, moi, je ne dis pas que c'est forcément ce que je souhaite, mais je constate que c'est comme ça. Il a un rôle important et il a aussi une responsabilité importante dans le domaine du logement. Bon, c'est pas uniquement une question de moyens financiers, mais il y a quand même aussi de ça, et notamment en matière fiscale. On a parlé tout à l'heure de l'exonération de taxes foncières, mais il y a plein d'autres sujets. En matière fiscale, il y a l'histoire de TVA, il y a tout ça. Il y a plein d'autres sujets qui devraient être abordés au niveau national si on définit dans les années qui viennent, si au niveau de l'État, au niveau national, si la représentation nationale définit comme priorité donc la question du logement.
D'abord, il y a quand même une manifestation, c'est peut-être symbolique de le dire, mais c'est quand même une question, il faut commencer par dire ça. Il faut commencer par dire ça. Et puis, par créer et par tenir un discours qui fasse évoluer un certain nombre de mentalités chez nos concitoyens. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit bien que là, évidemment, pendant les élections, personne ne s'y risque trop. Mais après, il faudrait quand même avoir un discours clair là-dessus, savoir qu'est-ce que c'est la ville, qu'est-ce que c'est pas la grande ville, mais là aussi la petite ville. Hein. Enfin, voilà, faut pas résumer ça aux métropoles, mais enfin bon. Alors, je dois dire d'ailleurs que dans les années qui viennent de s'écouler, il y a des choses positives qui ont été faites. Je pense notamment au plan Action Cœur de Ville. Pourquoi ce sont des choses positives? Bon, il y a le plan Friche, on en a parlé. Il y a le plan de relance, d'ailleurs, là, le plan de relance qui donc permet d'attribuer des financements aux communes dans lesquelles on construit un nombre de logements déterminé, on fait un contrat, on fait un nombre de logements déterminé avec un COS, c'est le retour du COS qu'on a abandonné, à mon sens d'ailleurs malheureusement, mais enfin c'est pas grave, qu'on a abandonné le retour du COS au-dessus de 0,8. C'est un dispositif qui vient de sortir. Hein. Enfin, là, on est en train de le mettre en place et de délibérer dans nos conseils municipaux pour signer ces contrats de relance du logement. Donc il y a des choses positives qui se font. Je prends Action Cœur de Ville. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on prend les choses de manière globale. De manière globale, en prenant à la fois la question des commerces centre-ville, de réhabilitation de logements, de la multifonctionnalité du centre-ville, entre nous d'ailleurs, qu'on a encore négligé. Par exemple, je vois dans plein de petites villes, on a aménagé les maisons de santé à l'extérieur de la ville, du centre-ville. Parce qu'il y avait de la place, donc on pouvait construire facilement à côté. Puis il y avait des parkings, donc on a fait des maisons de santé. Alors que dans le passé, les médecins, ils étaient dans le centre-ville. Bon, ça coûtait trop cher, bon, très bien. Enfin, en tout cas, on voit aussi les universités. Alors là, dans les plus grandes villes, les universités, elles partent dans des grands campus, un peu à l'américaine. Et ça, c'est pas la ville européenne, ça. Donc on n'a pas cette doctrine, on a perdu cette culture de la ville, et il faut la retrouver. Mais en tout cas, sur Action Cœur de Ville, ce qui fonctionne, c'est que ce sont en effet des programmes dans lesquels les acteurs de l'État sont impliqués, évidemment en lien tout à fait direct et en collaboration étroite avec les élus locaux, notamment les maires, éventuellement les intercommunalités. Donc ce sont des programmes qui fonctionnent bien. Donc je pense aussi que l'incitation, elle passe par un discours global, elle passe par une révision d'un certain nombre de mécanismes fiscaux, elle passe par la pénalisation ou l'abondement des pratiques et des décisions qui vont dans le sens souhaité. Et puis, ça passe aussi, d'une certaine manière, à partir du moment où le cadre est fixé, par la confiance qui doit être faite au niveau local, aux acteurs locaux, une confiance qui n'existe pas vraiment à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs quelque chose qui est plus général que sur la question du logement, de manière générale, c'est cette absence de confiance. On pense que les acteurs locaux, soit ne sont pas capables, soit ne vont pas faire bien, et qu'il faut donc leur donner des instructions, des normes, etc. Donc moi, je pense que c'est une erreur majeure de comportement dans la gestion de notre pays, et je pense qu'il faut faire confiance. Mais il faut aussi entraîner et donner envie. Donc il y a à la fois le discours incitatif, il y a les bons points, éventuellement des pénalités dans certains cas, et puis ensuite on dit voilà, vous avez le cadre, maintenant il faut y aller, tous les acteurs locaux, les élus, les constructeurs, enfin etc., les bailleurs sociaux, enfin bref. Voilà, je pense que s'il n'y a pas cette notion de confiance avec vraiment le sentiment que tout le monde va dans le même sens, ça c'est vraiment très difficile, parce qu'on est obligé de se battre aussi contre la défiance, et c'est extrêmement fatigant, je veux dire. Voilà. On peut donc demander à un État d'être fortement incitatif. Fortement incitatif et de faire confiance. Oui. Peut-être, il nous reste 5 minutes. Un dernier tour de table, en 1 minute chacun. Si vous aviez une question à poser aux représentants des candidats, peut-être, oui. Excuse-moi, oui, on peut peut-être, puisqu'on il reste une dizaine de minutes, est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Tu vois, j'avais anticipé, il n'y en a pas. Posé comme ça j'ai pas tellement confiance. Hein. Si, il y en a une. Bonjour, je vais quand même me lancer. Christine Chapuis, je suis simple habitante de Paris, mais membre des démarches sur le PLU au niveau des conseils de quartier. Je veux me poser juste la question dans votre problématique du potentiel aussi d'évolution des surfaces de bureaux vers les logements. Si on fait un petit calcul à Paris sur les 10%, si on rénovait les 10%, si on faisait évoluer 10% des surfaces de bureaux vers les logements avec une moyenne de 100 mètres carrés, ça ferait 170 000 logements. Donc je voulais juste connaître votre et donc pas de une construction, enfin du coup un impact carbone limité. On répond mieux aux questions de densification que vous avez très bien posées, etc. Voilà. Donc je voulais juste votre avis sur cette question. Merci. Qui veut répondre? Peut-être Vincent, oui. Donc, en effet, la transformation de bureaux en logements, c'est un des gisements très importants. Néanmoins, on sait que ça ne suffira pas à répondre à la demande. Donc, c'est un ensemble de mesures qui passent par la transformation de bureaux en logements, mais aussi par la construction de logements neufs. Et qu'en gros, on ne pourra pas arriver à loger tous les gens qui sont en attente dans le logement si on ne fait pas l'ensemble. C'est-à-dire de la rénovation de logements existants, de l'amélioration de logements existants, de la transformation de bureaux en logements et de la construction neuve. Julie, tu voulais... Non, juste pour compléter quelques éléments un peu plus techniques. En effet, à l'échelle de Paris, c'est sans doute un gisement très, très important. Ça paraît très facile, mais en fait, il y a un grand nombre de contraintes technico-économiques, réglementaires également, qui font que ces opérations ont du mal à être viables économiquement. Alors, il y a eu par le passé différentes évolutions de réglementation qui ont permis justement de faciliter ces opérations. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour les généraliser. La question reste aujourd'hui de savoir si il est encore acceptable de construire des surfaces de bureaux non transformables en logement. Et je crois que ça devrait être une des contraintes au niveau de l'État dans les années ou dans les semaines ou les mois qui viennent, c'est de faire en sorte que les bâtiments de bureaux soient compatibles avec ces transformations d'usage. Moi, je me souviens qu'il y a 40 ans, à Saint-Denis, Christian de Villers avait construit un parking en centre-ville de Saint-Denis. Comme on s'interrogeait beaucoup sur savoir si ce parking serait viable ou pas, il l'avait conçu comme étant pouvant se transformer en logement. Donc, il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Voilà. Bon, je vais tenter puisque... oui, j'ai une question de Cyril Poy. Oui. Cyril Poy, oui. Du fond de son lit. Via SMS. Est-ce que tout le monde autour de la table serait d'accord pour la généralisation du système du BRS à adapter, bien entendu, aux différentes ressources des ménages, pas seulement ceux qui sont sous plafond PSLA? Philippe? Oui. Je salue Cyril, là. Je savais pas, il est en visio. Il était en visio, d'accord. Pardon. Bon. Oui, moi je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à ça, mais ça vient quand même se heurter à notre culture nationale, hein, et au fait que chez nous, le droit de la propriété qu'on transmet pour l'éternité à la famille, ou enfin voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré. Donc culturellement, c'est très difficile de se dire qu'on n'est pas propriétaire complètement et on fait ce qu'on veut. C'est un vrai sujet. Sinon, évidemment, sur le plan à la fois de l'évolutivité des choses, sur le plan politique, etc., c'est la dissociation du foncier et du bâtiment, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le foncier. Mais je pense que ça sera extrêmement difficile de généraliser ça sur un plan culturel. Julie? Je partage totalement. L'Angleterre, enfin le Royaume-Uni,
le Royaume-Uni fonctionne très très principalement de cette manière-là. Donc voilà, c'est un exemple. Et il y en a d'autres. Donc pourquoi pas dans les pays du Nord. Mais c'est vrai que culturellement, c'est excessivement difficile. Donc le bail réel solidaire aujourd'hui commence à percer, mais il est au-delà de l'aspect culturel, c'est de la pédagogie aussi, je pense. Beaucoup de nos concitoyens ont du mal à comprendre comment ça fonctionne concrètement, et quand vous vous engagez dans un acte aussi important que celui de l'accession à la propriété, et ben c'est important de bien comprendre ce qu'on fait. Et puis il y a eu d'autres initiatives aussi, privées depuis quelques années qui testent ce type de dispositif, mais c'est vrai qu'on se heurte encore à cette question de la difficulté d'appropriation. Il va falloir, je pense, pas mal de temps, mais c'est une des solutions, évidemment, pour faire baisser le prix du logement. Alors, là, on n'a plus une minute, c'est 30 secondes. Vincent, Philippe, Julie, Marie, si vous aviez une question, un souhait ou une exigence en direction des candidats à la présidentielle, ça serait quoi? Une seule. Vincent. C'est faciliter la structuration des filières de production autres que le béton armé pour les ramener au niveau de compétitivité du béton armé. Pour qu'on puisse enfin parler non plus à partir du prix du béton, mais parler à partir du prix de matières premières. Marie. Bien, ce serait de permettre de faciliter, alors ce qu'on essaye de faire, hein, mais par les moyens juridiques, notamment d'essayer de faciliter tout ce dont on vient de parler, les questions de réversibilité, de bureaux en logement notamment, et tous ces systèmes qui sont parfois un peu lourds administrativement en fait, et d'essayer justement de faciliter ces bonnes pratiques d'innovation. Julie. Je redis ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire favoriser toutes les mesures incitatives, que ce soit pour la production, pour la simplification, pour l'accélération de l'acte de construire et de rénover. Et Philippe? Bon, comme il n'y en a qu'une, je poserai la question de savoir quel système fiscal il propose s'agissant de la construction, de la détention, de la mutation du logement. Eh bien, on est dans les temps. Merci à vous quatre. Et puis, on va passer à la deuxième table ronde.